Cette vidéo fait partie d'une série, alors si t'as pas vu l'épisode précédent, je te le mets ici. Voilà, donc j'ai remonté tout ce qui est mécanique, hydraulique sur la machine. Bon, après il reste encore le couvercle dessus avec le chauffe-tasse et tout ça, mais là pour l'instant je suis donc au câblage électrique. Donc on voit qu'il y a des fils qui traînent un peu partout. Et heureusement que j'ai pris des photos au cours du démontage pour savoir ce qui va où. Alors j'aurais aussi pu mettre des bouts de scotch sur chaque cosse ou le noter directement dessus. Bon, du coup, au lieu d'acheter un chauffe-eau d'occasion sur eBay, je crois que c'était à 50 balles, pour le même prix, j'ai trouvé une cafetière quasiment complète, qui normalement est fonctionnelle, sur laquelle je vais aller choper les quelques durites qui manquent pour faire fonctionner celle que j'ai actuellement sans le chauffe-eau vapeur. Parce que celle que j'ai là, si je voulais la faire tourner sans le chauffe-eau vapeur, je devais en même temps racheter une durite qui coûte aussi plusieurs dizaines d'euros. On voit ici sur une vue éclatée d'une machine sans le chauffe-eau vapeur que donc sortie du chauffe-eau classique, on vient sur cette pièce-là. Et de là, c'est un flexible qui est serti ici, serti également de ce côté-là. Donc flexible que je n'ai pas. Sur la vue éclatée de la machine avec le Rapid Steam ici, on voit que sorti de cette pièce-là, il y a un flexible serti vissé. Et ici, on est vissé et serti ici. Donc aucun flexible ne va. Même si la longueur de celui-là pourrait faire l'affaire. Mais j'ai aucun moyen de sertir un raccord ici. Donc grâce à celle-là, je vais pouvoir récupérer la durite en question. Et surtout, celle-là, on voit qu'elle n'a pas l'option Super Steam, ce qui veut dire que, comme je l'ai dit avant, je vais pouvoir ponctionner des pièces dessus pour refaire l'autre. Et en même temps, surtout, l'électronique, la partie régulation de celle-là ne prend pas en compte le Super Steam. Parce que l'autre, je ne sais pas encore comment elle va réagir à la mise en chauffe s'il se rend compte qu'il n'y a pas ce chauffe-eau vapeur. Voilà, donc voilà les deux raisons de pourquoi j'ai préféré racheter une cafetière. Moins cher, je peux ponctionner les pièces dessus, et si besoin, l'électronique aussi. Donc ça fait même 3 raisons. Et accessoirement, quatrième raison, c'était moins cher que juste un chauffe-eau. Au niveau qualité, on voit de suite que celle-là est beaucoup plus bas de gamme. Parce que donc sur la cafetière que je suis en train de réparer, les becs ici sont métalliques. La porte là, c'est juste un bout de plastique. Alors que sur celle que j'ai, il y a toute cette partie-là qui est métallique avec juste un petit liseré de plastique en haut. Sur ce groupe d'infusion, on voit que la douchette inférieure, elle est en plastique ici. Donc clairement, je fais bien de vouloir réparer l'autre plutôt que celle-là. Hein. Alors elle n'est pas parfaite, mais au moins elle a ce que je veux. Le coude ici en sortie de pompe et cette durite ici qui va du chauffe-eau jusqu'à la vanne vapeur qui se trouve du côté là. Et j'allais oublier la régulation qui est bien différente de l'autre, parce que celle avec le Rapid Steam, elle a un radiateur ici qui est double, avec ici un transistor qui permet certainement d'alimenter le chauffe-eau. Et on voit sur le PCB les traces pour l'implanter. Bon, alors j'attaque la pompe. On remet ce coude ici. C'est ce tuyau qui vient là. Impeccable. La durite, c'est celle-ci, qui va sur la vanne d'activation de la vapeur, et qui venait du second chauffe-eau,
Donc il était raccordé ici, et on voit que donc il était vissé dessus, alors que sur le chauffe-eau ici, les raccords doivent avoir des embouts sertis. Et donc voilà le nouveau tuyau qui a un embout serti de ce côté et un ici. Donc là, normalement, une fois que cette durite sera remplacée, il restera en fait plus qu'à essayer la cafetière. À l'intérieur, il y a 2 joints. Là, ils sont encore en place. Je pense qu'ils sont bons. Donc, si jamais il y a un souci, maintenant, des pièces détachées, j'en ai. Donc là, on est sur la régulation de la cafetière avec Rapid Steam. Et donc, le second chauffe-eau est branché sur cette cosse-là. Et c'est ce transistor-là qui n'est pas sur celle que j'ai reçue. Donc, on voit clairement, d'après la piste, que c'est lui qui active ce boiler. Ce fusible aussi est absent sur l'autre platine. Donc, je pense que c'est la protection de ce boiler. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on voit sur cette piste de puissance, on voit ici une petite piste qui part, qui vient sur le photocoupleur ici. Et ce photocoupleur aussi est absent sur l'autre modèle. Et donc j'ai peur que ce soit, comme c'est pris sur la piste de puissance, que ce soit une information d'intensité qui passe. Donc il y a peut-être une mesure de la puissance du boiler ici via ce photocoupleur. Ce qui voudrait dire que même là, en ayant simplement retiré ce second chauffe-eau, la régulation va se mettre en défaut parce qu'il ne détectera pas la chauffe de ce chauffe-eau. Donc je vais voir. Pour la première mise en service, un truc auquel faire attention, avant de la mettre sous tension, moi j'ai débranché l'alimentation du chauffe-eau pour éviter qu'il tourne sans eau, vu que pour l'instant elle est complètement vide. Donc là maintenant je peux la mettre sous tension sans problème. Donc ce voyant-là clignote. Ça signifie qu'il faut amorcer le circuit, donc il l'a détecté tout seul. Et donc pour amorcer le circuit, donc j'ai mis de l'eau. Il active tout seul le mode eau chaude ici. Donc je vais simplement ouvrir le robinet vapeur là. Il met en route la pompe. Et voilà. Du moment où il y a de l'eau qui sort, le voyant s'est éteint. Ce bouton aussi, donc là, elle est amorcée. En fait, ça, lui, je pense qu'il le détecte simplement au débitmètre. Donc là, à présent, ces deux continuent à clignoter, c'est normal. Il clignote pour dire qu'il est en train de chauffer le boiler. Mais comme il est débranché, il ne peut pas chauffer. Donc là, je la rallume, le boiler est branché. Il fonctionne correctement, on est à 5,2 ampères. Et là, je vais lui demander un café normal, donc pour tester si le moulin fonctionne. Tout ce qu'il faudra que j'actionne manuellement, en fait, c'est ce petit capteur-là. Parce que quand le moulin va moudre le café, tout le café va s'accumuler dans une petite partie ici. Et c'est ce contact-là qui va indiquer qu'il y a assez de café. Du coup, je vais faire tourner le moulin. Je vais appuyer ici, pour lui, il y aura assez de café. Et il va prendre son cycle habituel. Si tout va bien. Le moulin tourne. Hop. Il y a assez de café, il s'arrête. Ben c'est super ça. Par contre, le souci que j'ai du coup, comme j'ai enlevé le chauffe-eau qui est censé être dédié à la vapeur, on va voir que quand je demande de la vapeur, il n'arrive pas à en faire parce que le chauffe-eau qui reste dans la machine n'est pas en route, il allume que le second, qui est plus là du coup. Donc ici on voit l'intensité consommée par le boiler actuel, et ici la tension prise sur les raccordements qui servaient à l'époque sur le chauffe-eau vapeur. Donc pour faire de la vapeur, il suffit de tourner le bouton qu'il y a ici. Et on entend la pompe qui tourne par impulsion pour faire passer très peu d'eau dans le chauffe-eau très chaud, donc pour monter l'eau plus en température. Et on voit que le chauffe-eau qui reste dans la machine ne consomme rien, alors que le chauffe-eau que j'ai enlevé, lui, il est prêt à fonctionner, quoi. Et du coup, à la place de la vapeur, il n'y a que des jets d'eau.
Alors là, j'ai deux solutions. La solution la plus simple, ça serait de remplacer complètement tout l'électronique par la machine que j'ai achetée pour pièces, du coup, vu qu'elle est faite pour fonctionner sans ce second chauffe-eau vapeur. Ou sinon, la deuxième option, beaucoup plus hacker, histoire de rentabiliser aussi ce petit engin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, ça va être de faire une sauvegarde du microcontrôleur qu'il y a là-dedans, de faire une lecture de celui qui est dans la machine que j'ai acheté et de l'injecter dans celle-là. Parce que les cartes apparemment sont les mêmes, il y a juste certains composants en moins sur le circuit, donc ça devrait marcher. Donc pour connecter le lecteur d'EEPROM, il y a ici un connecteur réservé pour. Réponse dans 3, 2, 1...